Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Attaque contre les femmes, quelle explication à la puissance de frappe des assaillants? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nous avons 3 invités sur ce plateau. Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako, et Boubacar Bokoum, analyste politique, et Mamadou Konaté, directeur du cabinet de conseil Donko, spécialiste des questions sécuritaires au niveau de plusieurs institutions militaires au téléphone. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Je l'ai dit, on va parler des multiples attaques. La dernière, il s'agit de celle de Indeliman où il y a eu plus d'une 50aine de morts et des blessés ainsi que plusieurs dégâts matériels. Ibrahim Maïga, comment expliquez-vous ces multiples attaques avec ces nombreux militaires qui sont tués? Alors, vous me permettrez de m'incliner devant la mémoire des soldats qui sont tombés à Indeliman, mais aussi dans le centre du Mali, lors des attaques de Boulkessi, de Mondoro et plus récemment, avant-hier, au passage d'un véhicule de l'armée malienne. Cela étant dit, il y a plusieurs hypothèses, ou en tout cas plusieurs éléments qui permettent d'expliquer cette recrudescence des attaques dans la région. Il y a clairement une volonté manifeste de frapper là où on est le plus vulnérable. Quand vous regardez les attaques qui ont eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a quelques ressemblances troublantes, non seulement dans le mode opératoire, mais aussi dans les cibles qui sont dans les cibles qui sont prises ou en tout cas qui sont retenues par ces groupes-là. Au niveau de Boulkessi, il est vrai que c'est un détachement de la force conjointe du G5 Sahel qui était en position là-bas. Un camp qui a subi par le passé plusieurs attaques depuis 2017. Un camp aussi qui a une histoire avec la population locale, puisqu'il faut rappeler qu'en mai 2018, il y a eu des exactions, enfin la perte d'une dizaine de civils. Et les enquêtes préliminaires avaient démontré à l'époque une implication de ce contingent-là. Donc il y a un historique assez négatif à ce niveau-là. Indeliman, Mondoro, c'est aussi des points isolés. Et c'est ce qui explique en partie seulement, bien entendu, l'absence de réaction, en tout cas la faible réaction après les attaques. Parce qu'on se demande toujours, la question qui se pose, c'est où sont passés les renforts? Est-ce qu'il est possible d'attaquer un camp de cette envergure, de le piller pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, parce que des témoignages font état de quelques heures parfois dans les camps qui sont attaqués. Et la question qui se pose toujours, c'est la question des renforts. Où sont passés les renforts? Et cela, bien entendu, je crois qu'on aura le temps d'en débattre plus longuement. Ça pose la question, bien entendu, des équipements au niveau de l'armée malienne, de certaines failles dans le dispositif sécuritaire. Mais pour revenir à votre question de façon plus spécifique, j'expliquais donc qu'il y a d'une part une volonté manifeste de s'attaquer à des cibles moins protégées, ou en tout cas moins bien protégées. Parce que si vous regardez bien, on a à peu près le mode opératoire, ou en tout cas à peu près la même nature des attaques contre le camp de la MINUSMA, enfin contre des positions de la MINUSMA, contre des positions de Barkhane, mais avec bien entendu des bilans moins élevés que pour les opérations qui visent spécifiquement les FAMA. Donc ça prouve qu'il y a une plus grande vulnérabilité au niveau des FAMA qu'au niveau des autres forces. Bien entendu, comme je le disais, il y a une volonté manifeste de discréditer les forces armées nationales. Et on le voit un peu partout, ce n'est pas propre au Mali. Au Niger, les cibles de choix depuis ces dernières années sont les forces armées nationales. Donc c'est une façon non seulement de délégitimer les forces de défense et de sécurité, mais plus largement de délégitimer l'État, parce que les forces de défense et de sécurité sont quelque part l'émanation de l'État dans ces zones-là en particulier. D'accord. Boubacar Bokoum, quelle explication donnez-vous à cette puissance de frappe, on va l'appeler ainsi, de ces assaillants-là?
Bien, avant de répondre à votre question, je me joins à mon collègue Ibrahim pour vraiment souhaiter prompt rétablissement aux blessés et vraiment toutes mes condoléances à toute la nation malienne pour ces pertes que j'estime vraiment énormes et qu'on aurait pu réellement éviter s'il y avait autant soit peu un peu d'organisation. Cela étant dit, il est évident qu'aujourd'hui, quand vous regardez la façon dont nos forces armées sont attaquées, ce n'est pas par manque de vaillance de la part de notre armée. Juste que la stratégie peaufinée à ce niveau pose problème parce que nous sommes généralement attaqués dans deux postures. Soit on attaque un camp ou on est en mouvement. Donc ça montre que l'étude stratégique montre que les assaillants ont bien étudié nos faiblesses et sont suffisamment bien renseignés. Parce que la position des camps, comme il l'a dit tout à l'heure, Ibrahim l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que si on est isolé, ils savent qu'ils peuvent venir attaquer, s'en aller avant que les renforts ne puissent arriver. Donc, ils ont suffisamment d'informations. Ensuite, le camp, comment il est protégé, ils ont suffisamment d'informations, certainement à travers la population qui les informe, qui est quelque part complice de cette situation qui prévaut dans ces zones. Donc, du coup, l'attaque s'est faite dans des postures où ça montre que, côté renseignement, les assaillants sont plus renseignés que le côté du Mali. Alors que généralement, quand on est dans des postures comme ça et qu'on a une caserne, ça veut dire qu'il doit avoir des ponts de renseignement, des patrouilles avancées. Donc c'est surprenant aujourd'hui qu'on soit attaqué dans des casernes aussi grandes que celle-là sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect aussi montre que quelque part, nos partenaires qui sont là aujourd'hui ne jouent pas du tout leur rôle. Il faut qu'on se le dise, parce qu'aujourd'hui, c'est incompréhensible. Les partenaires MINUSMA, G5, Barkhane et tout ça, j'ai du mal à comprendre leur posture pour la simple raison qu'aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques qu'on a, il est impensable qu'il y ait un tel mouvement dans une zone et que l'espace ne soit pas visualisé de façon satellitaire. Donc, quand vous prenez l'aspect de Serval à l'époque, vous comprendrez aisément que cette attaque de Konna, Serval a intervenu de façon très prompte et la logistique, elle venait de N'Djamena. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que cette logistique dont on a besoin, elle est absente. Parce que non seulement il faut avoir le renseignement, le Mali aujourd'hui n'a pas les capacités d'avoir ces renseignements. Donc l'information, aujourd'hui, je constate qu'on a un jeune Malien qui s'appelle Zégué, qui fait des drones. J'ai du mal à comprendre que l'armée ne commande pas des drones pour la surveillance aérienne et tout ce qui va avec. Donc si on a l'information... Revenir plus en détail sur l'aspect renseignement tout de suite. Oui. Mamadou Konaté, vous, est-ce que vous partagez cet avis de Boubacar Bokoum qui estime qu'on aurait pu éviter ces multiples attaques-là? Bonjour à tous, merci de me donner cette occasion, encore une fois, d'intervenir sur ces questions d'intérêt national. Je vous demande d'entrée de jeu d'excuser le temps de mon intervention parce qu'il y a certaines vérités qui méritent d'être dites et que je vais dire pour cette émission. Je partage effectivement pratiquement toutes les analyses déjà évoquées par mes co-intervenants. Et je voudrais juste rappeler deux choses. Quand vous analysez les revendications des groupes islamistes, vous vous rendrez compte que dans la classification de leurs ennemis, en tout cas des forces qu'ils considèrent comme ennemis, vous vous rendez compte que les FAMA viennent en troisième position. C'est d'abord la France, ensuite la MINUSMA et puis les FAMA, l'armée malienne. Mais quand vous voyez les statistiques des attaques ces dernières années, vous vous rendrez compte que les FAMA ont fait l'objet de plus d'attaques que ces deux forces armées étrangères. Alors, ceci s'explique, et ça revient un peu à ce que les collègues viennent de dire, que les assaillants, les terroristes, ont compris que l'armée malienne est le maillon le plus faible de ces dispositifs sécuritaires actuellement au centre au nord de notre pays. Et pourquoi nous sommes le maillon faible? Pour résumer, c'est que notre armée est en train de passer aujourd'hui une crise profonde, structurelle,
culturel et qui n'est pas assez commenté, qui n'est pas assez connu du grand public. Il y a certains aspects qu'il faut discuter, qu'il faut exposer en public pour que la société civile aussi puisse se faire une idée concrète sur ce qui se passe et s'organiser, formuler des réponses qu'elle peut apporter aux autorités politiques qui veulent de bonne foi envisager des réformes courageuses dans ce secteur. Regardez, les renseignements dont on parle, enfin, je ne vais pas aller en profondeur, mais juste pour illustrer mes propos, il y a des renseignements, il y a des informations qui couraient de la présence de certains éléments, de certains hommes non identifiés dans les marchés de cette localité d'Indiliman, juste avant l'attaque. Qu'est-ce qu'on en a fait, ces informations? Et cela est valable pour pratiquement toutes les attaques qui ont eu lieu dans ces localités de notre pays. Et il y a toujours des rumeurs qui courent sur la présence des éléments armés non identifiés ou suspects, etc. Mais ces rumeurs ne sont pas vérifiées comme il faut, ne sont pas traitées comme il le faut. Et il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez le vérifier, il n'y a aucun fonds, il n'y a pas d'argent, je ne vais pas en termes simples, il n'y a pas d'argent suffisant donné au niveau de ces troupes pour faire du renseignement. Ils n'ont pas d'argent pour payer. Les renseignements, ça se paye. On paye des informateurs. Ils n'ont rien pour payer les informateurs à leur niveau, pour que les gens puissent leur donner des renseignements, pour les parler de ce qu'ils ont entendu, de ce qui se passe. Si vous demandez à un éleveur de vous donner des renseignements, parfois il va devoir confier ses troupeaux à plus jeune que lui pour aller se renseigner, parce que lui aussi il s'est renseigné avant de vous renseigner. Souvent, ils mettent en pause le travail qu'ils font pour pouvoir faire ce travail supplémentaire. Et s'ils ne sont pas payés pour ça, ils ne sont pas motivés pour ça, vous n'aurez pas de renseignements, tout simplement. D'accord. Alors, Ibrahim Maïga, à quoi sert le service de renseignement malien aujourd'hui? Est-ce que son utilité est visible sur le terrain? C'est une question qu'on pose assez souvent à chaque fois qu'il y a une attaque. Il faut d'abord comprendre que le service ou en tout cas les services de renseignement, parce qu'en réalité, il n'y a pas un seul service de renseignement. Vous avez différents services de renseignement, que ce soit au niveau de la police, de la gendarmerie, de l'armée, et au niveau tout simplement de l'État, la SE, qui est probablement le service de renseignement le plus connu et qui a cette capacité de centralisation des différentes informations, en tout cas des différents renseignements que les autres services collectent. Maintenant, ce que vient de dire Mahamadou est intéressant et important parce que, effectivement, le renseignement, et je le mets en lien avec ce que beaucoup me disaient tout à l'heure, le renseignement est fondamental dans le cadre d'un conflit asymétrique. Parce qu'en face, ce qui étonne, et je pense que vous avez vu les vidéos circuler sur les réseaux sociaux, c'est que parfois ces éléments-là, ces assaillants, ne sont pas aussi aguerris que nos militaires qui reçoivent une formation. En tout cas, quoi qu'on puisse en dire de cette formation, ils reçoivent une formation, ils font des écoles militaires, des écoles de guerre, etc. Et je crois que la question de la bravoure ne devrait même pas se poser parce que quand vous avez des éléments déployés sur les différents théâtres d'opération, la question ne se pose même plus. Parce que s'ils n'étaient pas braves, ils ne seraient pas y aller tout simplement. Donc je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que ces assaillants-là semblent plus engagés que nos forces armées maliennes. Alors disons que c'est une analyse un peu courte. C'est un raccourci qui est même dangereux parce que ça a non seulement un impact sur le moral, parce que ça démoralise quelque part les troupes, mais cette absence de confiance, pour moi, elle n'est pas corroborée justement par des faits. Parce que les faits sont là. C'est que vous avez des militaires qui sont déployés sur les théâtres d'opération. Quand vous êtes à Indéliman, parce que je pense que les gens ne visualisent pas Indéliman. Si on avait la carte de la zone, ça aurait permis aux gens de comprendre ce que beaucoup me disaient tout à l'heure par rapport au fait qu'on a des positions isolées parfois, qui sont coupées de tout. Qui sont coupés parfois du monde. Donc c'est important de signaler cela et puis de ne pas remettre en cause. Et quand on le fait, je pense qu'il vaut mieux l'étayer que de faire des analyses à l'emporte-pièce. Maintenant, par rapport au renseignement, bien entendu, ça demande des moyens, mais ça demande aussi la confiance avec les populations.
Et c'est parfois là où je pense qu'il y a encore des efforts à fournir sur le plan national déjà, parce qu'il y a un énorme fossé entre les forces de défense et de sécurité et les populations. La question des moyens financiers va toujours se poser. Je pense qu'un pays comme le Mali, de toutes les façons, ne peut pas tout résumer à une question de moyens, parce que si vous résumez tout à une question de moyens, vous ne faites rien. Et donc, quelles sont les astuces, quels sont les éléments au moins à éviter pour ne pas se faire des ennemis supplémentaires au sein de la population. Et je pense qu'il faut peut-être nuancer aussi cette question de complicité des populations civiles. Moi, je ne la poserai pas en ces termes. Je pense que c'est stigmatiser déjà les populations. Je crois que les populations elles-mêmes ont peur. Parce que dans cette zone, quand vous collaborez avec les forces de défense et de sécurité, donc vous êtes la cible. Mamadou citait par ordre hiérarchique les cibles prioritaires de ces groupes, mais effectivement, vous avez la France, les États-Unis, ensuite la MINUSMA et après les FAMA, mais en quatrième position, vous avez aussi les collaborateurs supposés ou réels de l'État. Donc c'est extrêmement important de tenir compte de cet élément-là et de ne pas mettre systématiquement tout sous le compte des populations qui sont elles-mêmes dans une position de fragilité, elles sont effrayées. Donc le renseignement s'acquiert aussi en nouant une relation de confiance avec les populations. Et c'est pour cela que je crois qu'au-delà de cette rhétorique martiale, parce que je pense qu'on va y venir, parce que la réponse militaire est un élément de la réponse qui doit être beaucoup plus globale. Je crois que même en termes de doctrine, tout simplement, moi je préfère la protection des populations civiles à la lutte contre le terrorisme ou à la rhétorique qui entoure la lutte contre le terrorisme. Parce que c'est en protégeant les populations civiles qu'on a de l'information. C'est aussi les populations, c'est quand les populations vont se sentir protégées qu'elles vont pouvoir collaborer beaucoup plus facilement avec les forces de défense et de sécurité. Et effectivement, beaucoup parlaient des moyens technologiques pour collecter du renseignement, mais il y a aussi les moyens humains. Et je pense qu'encore une fois, il ne faut pas tout résumer à la question de moyens au Mali. Un pays comme le Mali a des difficultés énormes. On sait exactement où le Mali se situe sur l'indice de développement humain. Donc on ne peut pas tout demander, on ne peut pas avoir les derniers équipements de l'armée américaine ou de l'armée française au Mali. Je crois que ça, c'est un fait. Et plutôt que de se lamenter là-dessus, il faut voir quels sont les atouts à notre disposition. Et l'un des atouts, de mon point de vue, c'est les informations qui peuvent être collectées auprès des populations. Parce qu'encore une fois, nos FAMA, les forces armées maliennes, sont des éléments de la nation malienne. Donc ce n'est pas des troupes étrangères qui sont déployées sur le terrain d'opération. Cela doit être davantage valorisé. D'accord. Bokoum, quand on voit des militaires maliens qui sont accusés de vol d'armes, peut-on s'inquiéter d'une complicité de certains des militaires avec ces assaillants aussi? Non, je ne pense pas. Ça, c'est des caricatures, des brebis galeuses. Il en existe un peu dans toutes les corporations. Donc ça, c'est peut-être des accidents de parcours. Je pense que ce n'est pas là la question. Ce n'est pas un vol d'armes ou le manque de bravoure, comme l'a dit tantôt Ibrahim. Le problème n'est pas à ce niveau. Je pense que le problème n'est même pas strictement militaire. Parce que pourquoi j'ai parlé des renseignements sophistiqués? Parce que j'ai rappelé le cas de Serval. Les opérations sont allées très vite et en 48 heures, il y a eu une dispersion. Maintenant, il n'y a pas eu de suivi à ce niveau. Et quand la Serval a muté en MINUSMA, ça veut dire que nous nous sommes retrouvés face maintenant à plusieurs nations. Et pourquoi toutes ces nations sont là chez nous au Mali pour nous accompagner? Donc, en réalité, aujourd'hui, il faut mutualiser ces forces. Au lieu que chacun aille en rang dispersé. C'est-à-dire, la réflexion aujourd'hui, c'est que la coopération même, les bases même de cette coopération, elles sont déjà fausses. Il faut qu'aujourd'hui, l'État malien rétablisse les relations que nous avons entre nous et ses partenaires. Aujourd'hui, quand vous dites par exemple que les moyens manquent, moi je ne suis pas totalement d'accord que les moyens manquent. Il y a plutôt le problème de la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, on est un pays, c'est vrai, l'indice de développement humain est très faible. Mais paradoxalement, nous sommes un pays très riche. Donc, autant nous sommes riches en ressources naturelles, qui est convoité par beaucoup de gens, autant l'indice de développement humain est très faible. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêcherait par rapport à nos partenaires de faire un deal qui consiste à dire que la logistique, cette dernière technologie américaine, mais on peut bien l'avoir. Serval a fait venir des F-16, des Mirage, pour faire une partie de cette guerre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche
d'avoir un deal avec la France, avec les États-Unis, avec la Russie, pour qu'on ait des Sukhoi, pour qu'on ait des F-16, pour qu'on ait des Mirage sur le sol malien. Je prends par exemple, à Tessalit, on peut avoir une base où cette logistique peut exister sous la caution de la communauté internationale. Une base à Sévaré, par exemple, où cette logistique, elle peut exister. Maintenant, l'intelligence qui consiste à dire quel est le deal qu'il faut faire avec nos partenaires occidentaux et comment il faut financer ces différentes opérations, ce qui est sûr, les opérations, elles ne sont pas gratuites. Aujourd'hui, les opérations qui sont là, ça coûte de l'argent. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le secrétaire général même des Nations Unies dit que les Nations Unies ont échoué. Mais pourquoi nous, en tant que Maliens, nous ne prenons pas l'initiative d'apporter un autre deal qui est normalement la résultante d'une réflexion stratégique? À ce niveau, je pense que le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali doit mettre en place un schéma opérationnel, fonctionnel, qui permette de faire une collaboration entre les différentes armées. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez au sein de la MINUSMA... Dans la même lancée, il y a Mamadou Dabadjawara qui pose une question sur Facebook. Le G5 Sahel est dirigé aujourd'hui par un général de la Mauritanie. Pourquoi ce pays ne s'est jamais inquiété depuis le début de cette crise? C'est sa question. Alors, la force conjointe du G5 Sahel n'est plus dirigée depuis au mois de juin par un général mauritanien qui est devenu le ministre de la Défense en Mauritanie. La force conjointe du G5 Sahel est dirigée par le général Namata, qui est nigérien. Après, je pense qu'on peut épiloguer très longtemps sur l'expérience mauritanienne en matière de lutte antiterroriste. Il y a à ce niveau aussi deux lectures qui ne sont pas exclusives. La première qui consisterait à voir un peu la situation ou la relative accalmie en Mauritanie comme le résultat d'un deal entre les autorités mauritaniennes et une partie des groupes armés terroristes qui sévissent dans la région. Après, c'est une accusation qui était portée aussi contre le président Amadou Toumani Touré pendant toute la décennie 2000. La deuxième lecture, qui a aussi mais des éléments factuels qui permettent au moins de la soutenir, c'est qu'il y a depuis une décennie, voire plus d'une décennie, il y a eu aussi une mue au niveau de l'armée, ou en tout cas des forces armées mauritaniennes. On parlait tout à l'heure de la position parfois statique de l'armée malienne qui n'est pas véritablement à l'initiative, mais qui attend et qui est plutôt dans la réaction plutôt que dans l'action ou dans l'anticipation. En Mauritanie, vous avez des brigades assez légères qui sont beaucoup plus mobiles et qui ont cette initiative-là, qui vont au combat, qui n'attendent pas nécessairement d'être attaqués avant de réagir. Il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte, parce que la Mauritanie, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des éléments durs qu'elle a mis de l'avant, mais il y a aussi des éléments beaucoup plus souples. Elle a impulsé aussi un développement à la base, essayer de voir un petit peu quels sont les facteurs qui contribuent à l'embrigadement de jeunes Mauritaniens dans ces groupes-là. Parce qu'une façon de vaincre ces groupes-là, mais oui, c'est militairement, en coupant la tête parfois de ces groupes-là, comme on l'a vu en Syrie, en Irak avec la mort d'al-Baghdadi. Mais l'autre façon, c'est aussi d'assécher tout simplement la mare, si j'ai envie de dire, d'assécher le recrutement de ces groupes-là. Et donc, c'est aussi une façon, une expérience intéressante qu'on peut tirer de l'expérience, de la riposte mauritanienne au terrorisme. Mais je crois qu'il faut éviter aussi de faire du copier-coller. Quels sont les éléments qu'il est important de rappeler? J'aimerais juste revenir sur certains éléments, ou en tout cas certains points qui ont été... Je vous donne la parole tout de suite. Mamadou Konaté va juste répondre à la question de Bakary Kiabou, qui demande est-ce que cette situation est due à l'incompétence ou à la corruption au sein de l'armée malienne? Je pense que oui, en grande partie. La responsabilité la première, elle incombe à la hiérarchie militaire et à l'autorité politique. Moi, je pense que les forces étrangères, ils sont pour peu de choses dans ce qui nous arrive aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un disait que nos formats sont plus aguerris que les terroristes, etc. Bon, ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'éléments d'appréciation sur... Vous dites que les forces internationales, ils sont pour peu de choses. Pourtant, il y a Mamadou Dabadjawara qui pose cette question. Il demande pourquoi ces amis du Mali n'interviennent pas avec leurs moyens aériens.
Je répondrai à ça plus tard. Est-ce que vous pouvez juste répondre à cette question pour qu'on puisse continuer avec les autres? Bon, écoutez, il y a plusieurs raisons à cela. Parfois, vous savez déjà qu'il y a un principe de solidarité, hein, c'est-à-dire que les forces étrangères interviennent en appui. Rarement elles prennent l'initiative dans ce genre d'action. Alors, c'est aux Maliens de leur dire, bon, nous avons besoin de votre aide, bon, je suis là, venez. Et puis, tout cela aussi obéit à des procédures un peu longues. C'est vrai qu'au niveau des forces étrangères, surtout l'aménagement, il y a des procédures un peu compliquées. C'est un peu lourd de faire bouger les troupes. Et aussi, c'est lié au mandat de l'aménagement. Bon, ça, c'est des détails qu'on peut déjà donner plusieurs fois sur plusieurs plateaux. C'est que le mandat, il est très restrictif. L'aménagement a toujours dit qu'elle n'est pas une force de lutte antiterroriste. Ça a été dit même dans son mandat, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé le G5 Sahel. Donc ça, ces détails-là sont... je renvoie celui qui a fait la question à des lectures, des communiqués qui sont déjà en ligne sur cette question-là. Si vous permettez, le plus important, c'est que se passe actuellement à Ndouliman et la situation actuelle de notre armée. Je voudrais juste piloter un peu là-dessus. Il y a une corruption... Voilà, il y a une corruption très forte au sein de l'armée. Vous savez, les hommes armés maliens sont moins motivés, ça je peux le dire, que les assaillants terroristes ou pas terroristes. Pourquoi vous pensez cela? Voilà, pourquoi ils sont moins motivés? Parce qu'il nous revient très, très, très régulièrement que dans la plupart du temps, beaucoup d'officiers militaires maliens qui devraient normalement être en position de combat dans ces zones ne sont pas envoyés, sont plutôt détachés dans des structures administratives, loin des théâtres d'opération. Et pourquoi? La raison majeure serait juste que ce sont des enfants des généraux, des enfants de haut placés de l'armée malienne qui bénéficient de ce traitement de faveur. Et ça démotive beaucoup nos hommes qui sont sur le terrain. Ils ne comprennent pas qu'ils puissent être envoyés à risquer leur vie, pendant que souvent leurs camarades de classe sont en train de dormir dans des bureaux ici à Bamako ou ailleurs, juste pour le fait qu'ils sont des fils de généraux ou des fils de haut placés de l'armée. Ça, c'est un fait connu. Mais il faut que la hiérarchie militaire s'en occupe. Il faut que l'autorité politique s'en occupe. Et deuxièmement, la formation. La formation de notre armée, elle laisse à désirer. Je suis désolé, je ne vais pas peut-être rentrer dans beaucoup de détails, mais il n'y a même pas aujourd'hui, au sein de l'armée malienne, il n'y a pas de contrôle régulier d'aptitude physique au sein de l'armée. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un contrôle régulier, pas d'évaluation régulière de capacité physique au sein de l'armée. Comment on peut comprendre cela? Donc, au niveau de l'entraînement, au niveau de la formation, il y a beaucoup de lacunes. Et ces lacunes sont connues. Mais il y a un manque de volonté politique, mais aussi un manque de volonté de la hiérarchie militaire de faire l'opération de réforme qu'il faut. Et ça doit cesser. Tant qu'on ne prendra pas à bras le corps ce problème au sein de notre armée, qu'on continuera à dire nous avons une brave armée, nous avons une armée solide juste par patriotisme, on va toujours subir. On va toujours subir. On ne peut pas guérir une plaie juste en le maquillant avec de l'adhésif, avec une bande. Ça ne va pas marcher. La plaie va finir par se putréfier. Donc il faut qu'on adresse ce problème avec courage. Il y a un autre souci aussi au sein de la hiérarchie militaire, c'est le manque de l'impunité, si je puis dire. Il y a des actions de corruption qui sont identifiées, et puis il y a des propositions de sanctions qui sont proposées à la hiérarchie militaire. Elles ne sont que rarement suivies d'effets. Quelqu'un a dit qu'il pense que c'est une caricature de dire qu'il y a des cas de vol de munitions ou des cas de vol d'armes au niveau de nos casernes. C'est un fait. C'est un fait. Il y a des rapports qui existent. Des militaires qui ont vendu leurs armes. Il y a des rapports qui existent. Alors, la question par rapport à ce sujet, c'était est-ce que, de la même façon qu'on a vu, qu'on entend que les militaires sont accusés de voler des armes, est-ce qu'on peut s'inquiéter par rapport à une complicité entre certains militaires et puis ces assaillants? Écoutez, ces liens de complicité, je ne peux pas le commenter. Ça reste à démontrer. Ce que je veux dire, moi je m'occupe des faits. Alors, il y a un fait, c'est qu'il y a des militaires qui ont vendu leurs armes. À qui, pourquoi? Ça, c'est autre chose. Mais déjà, ce acte, il est un acte de trahison.
est un acte criminel qui mérite d'être sanctionné. Malheureusement, qui n'est pas sanctionné par la hiérarchie militaire. D'accord, Konaté. Alors, Maïga, s'il y a un problème avec la hiérarchie militaire, comme le pense Konaté, est-ce qu'il serait possible de changer cette hiérarchie? Probablement qu'il est possible de changer la hiérarchie militaire comme il est possible de changer la hiérarchie civile, ou en tout cas au sein de l'administration civile. Maintenant, c'est une question de volonté, mais c'est aussi une question qui doit s'inscrire dans le temps long. Je rappelais en début d'émission que un certain nombre de réponses doivent s'inscrire dans la longue durée. Je pense que ce n'est pas que théorique, parce que quand vous regardez l'état dans lequel l'armée se trouve aujourd'hui, c'est le résultat d'une série de compromissions, d'actions, d'inactions parfois, mais qui s'étalent sur 2 voire 3 décennies. Donc ce n'est pas hier que les pratiques que Mamadou est en train de décrire ont commencé, ce n'est pas avant-hier non plus. Donc c'est des pratiques qui ont cours au sein de l'armée et qui sont documentées, connues sur de tout le monde depuis plusieurs décennies, j'ai envie de dire. Maintenant, les proportions dans lesquelles ces pratiques fonctionnent maintenant sont inquiétantes. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui fait que la lumière est davantage sur ces pratiques néfastes. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'elles n'existaient pas il y a une décennie, voire 2 décennies. Donc pour aussi que l'armée soit performante, comme on le souhaite, pour qu'elle sorte un peu de sa léthargie actuelle, c'est aussi des réformes sur le long terme, parce que Mamadou parlait de la question de la formation. C'est pas en 6 mois ni en 3 mois qu'on forme des soldats aguerris, des soldats compétents, des soldats professionnels surtout, j'insiste là-dessus. Parce qu'en réalité, ce que je disais tout à l'heure par rapport au niveau de formation, au décalage qui peut exister entre le niveau de formation au sein de l'armée et le niveau de formation de ces assaillants, c'est que quand vous regardez en tout cas ceux qui sont arrêtés, capturés, ce qu'on a l'habitude de voir aussi sur les vidéos, même si ce ne sont pas bien évidemment les seuls, ce n'est pas eux qui planifient les opérations militaires, ne semblent pas disposer davantage parfois d'armes que nos militaires, ne semblent pas être plus aguerris. Encore une fois. Et je pense qu'il faut même relativiser la sophistication dont on parle, parce qu'on parle souvent d'attaques sophistiquées, mais les attaques ne sont pas aussi sophistiquées qu'on a envie de le faire croire. Donc tout cela doit s'inscrire quand même dans le temps long, parce que la formation, encore une fois, ECAP, EUTM, les formations qui sont apportées par ces différentes structures sont des formations de courte durée. Mais je pense qu'il est important d'insister sur ce que Mamadou disait tout à l'heure. L'initiative reste encore du ressort des autorités maliennes. Ce n'est pas aux forces armées internationales. Ibrahim Boubacar Keïta avait déclaré plus jamais ça. Alors, est-ce que quand on voit l'évolution de la situation, est-ce qu'on ressent des mesures adéquates qui sont prises, qui ont de l'effet sur le terrain? Probablement que c'est un vœu qu'il a formulé dans le cours de l'action. Et puis, ça se comprend parce qu'il faut bien replacer les choses dans leur contexte. On était, il me semble, après Ougoussagou. Des mesures ont été prises, la dissolution de Dana Massagou, même si elle n'est pas effective, en tout cas la déclaration de dissolution de Dana Massagou, le limogeage du chef d'état-major. Il y a des actions symboliques qui ont été prises. Est-ce que c'est des actions de fond qui vont se concrétiser, ou en tout cas qui vont apporter des réponses très rapidement? On peut en douter quand on regarde la dégradation de la situation sécuritaire au cours des derniers mois. Toujours sur Facebook, Papou Diallo estime qu'il faut une réponse et une réplique virulente à cette barbarie, ce sont ces mots, qu'on sort tout l'arsenal nécessaire pour éradiquer ces territoires. Qu'en pensez-vous? Je suis entièrement d'accord avec lui, mais tout en étant dit que d'abord, ce que M. Maïga vient de dire est pertinent, parce qu'on manque d'abord de vision, parce que l'initiative, elle doit être d'abord malienne. Et il faut qu'on comprenne que cette guerre asymétrique, elle n'est pas que militaire. Donc, si elle n'est pas que militaire, quelles sont les autres réponses que nous apportons? Aujourd'hui, la position statique... Quand vous dites qu'on n'a pas une vision, quel est le problème? Est-ce un problème de ressources humaines? Est-ce un problème de volonté? Il y a un problème surtout de volonté politique, parce que dans la configuration de la gouvernance actuelle, le politique ne gère pas l'État. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a un président de la République qui est issu d'un parti politique, mais ce parti politique, il a quelle vision? Aucune. Parce que l'influence, l'interaction entre le président de la République et son parti n'existe pas. Alors que la logique voudrait qu'un président qui vient au pouvoir par les urnes
est issu d'une formation politique qui a une vision, qui a une idéologie et tout ce qui va avec. Pour l'instant, cette vision ne se matérialise pas. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, face à la situation que nous avons, il aurait été séant que le président de la République ait une vision de quelle est la nature profonde de cette guerre. Donc l'origine réelle de ce conflit, il faut l'analyser. C'est là où la réflexion des spécialistes en stratégie, elle est intéressante. Aujourd'hui, nous n'avons aucune vision d'attaque. Parce que si l'armée elle est statique, ça veut dire que nous n'avons pas compris qu'il faut imiter par exemple le cas de la Mauritanie, qui consiste à aller traquer Iyad dans le trou où il se trouve. Si aujourd'hui on avait des structures spécialisées, quand j'ai parlé des drones par exemple, ça veut dire que si on a la possibilité de savoir que les djihadistes se trouvent dans telle zone ou telle zone, ça veut dire qu'on doit aller les chercher. On ne va pas attendre dans les casernes jusqu'à ce qu'on soit attaqué. Quand il a parlé par exemple d'Ana Amasago, à un moment donné, on a réfléchi, on dit mais est-ce qu'il va falloir désarmer des gens qui sont là, qui jouent quelque part le rôle de l'État? Parce qu'à l'origine, c'était ça. Les mouvements, les milices ont été créés avec même la complicité de certains membres du gouvernement pour essayer de stabiliser ces zones parce que l'État malien était absent. Est-ce qu'il ne fallait pas reconvertir cette frange de cette population en service de renseignement local qui allait permettre, qui connaît bien l'espace, qui connaît tous les recoins des zones, de donner l'information à l'armée et que le rôle régalien qui revient à l'armée de gérer ces structures soit géré suivant les règles de l'art militaire. Maintenant que le côté renseignement, parce que l'armée n'étant pas présente sur tout l'espace, l'administration n'étant pas présente partout, on aurait pu confier ce rôle à ces structures de ce qu'on appelle dossiers et tout ça. Donc il fallait avoir un encadrement. Maintenant, si nous n'avons pas de vision d'encadrement, nous n'avons pas de vision pour notre armée, ça devient compliqué parce qu'aujourd'hui, même si vous, comme Maïga l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une différence d'armement, mais parce qu'on est dans une position statique. Et quand tu es dans une position statique, tu peux défendre la caserne que tu défends pendant 1 heure ou 2 heures. Après, tu seras en cours de munitions. Si les renforts n'arrivent pas, vous faites quoi? Ça veut dire que vous repliez. Donc, en termes de vision, tous les points qui sont des casernes isolées, quelle est la vision qu'on a pour dire que si le camp il est attaqué en 30 minutes, le renfort il arrive? Et il vient avec quelle logistique? Il vient avec quelle information? Donc, tous ces réseaux de maillage, il n'est pas fait. Et cela doit être fait par qui? Par les stratégies militaires, qui ne sont pas d'abord présents sur le terrain, qui sont ici à Bamako. Et au-delà de cette approche militaire, il est important de comprendre que cette guerre asymétrique qui nous est imposée a des connotations économiques. Et là, il faut que la diplomatie, elle y travaille. Aujourd'hui, nous savons que la rareté des ressources naturelles fait qu'aujourd'hui, tous les pays sont aux aguets au Mali. On attend que l'État tombe. On est en train de tomber. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où, après Bamako, le Mali, pratiquement, il n'existe même plus. Est-ce que les Maliens ont conscience réellement de ce qui est en train de nous arriver? Justement, quels sont tous les dangers qui nous guettent aujourd'hui? Monsieur Konaté, sur Facebook, il y a Emma le Major Diarra qui dit « Je pense que nous, les Maliens, ne sommes pas toujours conscients de la gravité de la situation. À Bamako, on vit comme à Miami. Regardez Ouagassogou, Sobaneda, Djoura, Boulkessi. Aujourd'hui, Indeliman, toujours les mêmes réactions. On condamne 3 jours de deuil après quoi la vie continue de la plus belle façon. » Est-ce que vous partagez son analyse? Mais c'est évident, malheureusement. Oui, les troupes étrangères, Anassabou, tout ça pour moi c'est des diversions. Le problème majeur c'est d'abord notre armée. Notre armée est en crise, il faut la soigner. Quand on met un focus sur ça et que nous réussissions les réformes nécessaires, dès que notre armée se relèvera, vous allez voir que le rôle de toutes ces structures vont mieux se préciser. Et c'est effectivement vrai que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, les semblants de mesures de réformes prises par les structures d'en haut ne sont pas du tout des réformes courageuses. C'est juste des gesticulations politiques. Qu'est-ce qui manque pour que ces mesures soient des mesures courageuses comme vous les estimez? Mais il faut sanctionner ceux qui le méritent. Il faut promouvoir ceux qui le méritent. Ça commence d'abord par ça. Quelqu'un l'a dit, Maïga l'a dit. Hein. Après les attaques de Ouagassogou, on a fait démissionner le chef d'état-major général. Qui est-ce qu'on a mis à sa place? C'est son adjoint, qui est le chef des opérations militaires. Ça, c'est une sanction, ça? Vous appelez ça une sanction? À quoi est-ce que vous vous attendiez? Mais écoutez, j'attends au relèvement de toute la hiérarchie, en tout cas un bouleversement de toute la hiérarchie militaire.
C'est pas, on n'aime pas le chef d'état-major et on met à sa place son adjoint. Ça ne veut rien dire, c'est du maquillage, ça. Ça ne veut rien dire. On enlève le chef d'état-major général, on enlève son adjoint, on enlève le chef d'état-major de la militaire. C'est ça qu'on appelle les mesures courageuses. Et on change la structure de commandement. Et on revoit aussi la manière de gérer, de manager même les hommes sur le terrain. Et on essaie de faire un audit d'abord de financement qui est actuellement consommé au sein de l'armée, parce que ce n'est pas toujours ce que les gens pensent. Hein. Les 200 milliards que l'on dépense par année depuis 2015, il faut un vrai audit. L'argent ne va pas toujours là il se doit. Vous avez appris récemment par la bouche du président de la République lui-même que des avions de l'armée de l'air sont plus au sol. Et c'est pour des comportements de corruption. D'accord, il nous reste 3 minutes, Maïga. Avez-vous plus d'informations sur ces équipements, ces avions, la question des hélicoptères aujourd'hui? Je ne pense pas qu'on ait besoin de plus d'informations que ce qui a déjà été dit. Ces avions ne sont tout simplement pas, ces équipements ne sont tout simplement pas opérationnels. Donc je ne pense pas qu'il y ait plus de commentaires à faire. Dans un état sérieux, comment ce genre de situation peut se produire? Mais ce qui vient d'être dit, je trouve que c'est extrêmement important, extrêmement pertinent, mais ça mériterait un débat entier. C'est la perte tout simplement de crédibilité du politique. Parce que tout ce qu'on est en train de dire finalement, l'armée n'est pas un corps isolé du reste de la nation, encore moins du reste de l'État. C'est une composante, un élément en fait de souveraineté. Et donc les mesures auxquelles s'attendait Mahamadou tout à l'heure, mais elles ne viennent que quand on a une gestion sérieuse au niveau d'un État. Aujourd'hui, on peut quand même s'inquiéter de la dispersion même au niveau politique. On parle de dialogue national inclusif, dialogue au sein duquel il y a des parties importantes qui ne souhaitent pas se joindre. Il faut une forme d'unité. Au sein de la classe politique, au sein du peuple malien. Il faut un minimum de consensus sur un certain nombre de choses pour engager des réformes courageuses aussi. Parce que ce que Mamadou n'a pas dit en entier, c'est que oui, même quand on veut prendre des réformes courageuses, il faut le faire en ayant au moins une certaine légitimité à le faire. Et parfois, malheureusement, l'élection, elle toute seule, ne suffit pas à avoir cette légitimité-là. Et c'est la raison pour laquelle il y a des appels à l'unité, pas une unité au sein nécessairement. Justement, avant cela, il y a une question qui vous est adressée par Adam Bonheur, qui est en Italie. Il dit: bonsoir tout le monde, je pose ma question à Ibrahim Maïga. Alors pourquoi le Mali n'utilise pas les drones de surveillance? Alors ça, je suis vraiment mal placé pour répondre à cette question. Je pense que, comme beaucoup me l'a dit, c'est une option à explorer. Je sais que dans les discussions au niveau de la force conjointe, par exemple, du G5 Sahel, c'est un élément qui revient sans cesse dans les discussions. Comment améliorer les capacités de renseignement, y compris avec l'aide de drones de surveillance, qui ne sont parfois pas très chers. Et donc, on peut effectivement s'interroger sur l'absence de cet outil-là dans le renseignement, dans le dispositif militaire actuel. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, ce n'était pas tellement en lien avec les potentialités du Mali, mais c'est la réalité aujourd'hui, c'est que le Mali n'a pas tous les moyens, ou en tout cas n'a pas les moyens d'attendre, d'avoir toutes ces ressources-là avant de commencer le combat. Et quelle est l'urgence, rapidement, en 30 secondes? Mais l'urgence, comme je le disais, il faut une forme de crédibilité politique. Et cette crédibilité politique, cette forme de crédibilité politique, pour que le président de la République l'ait, pour que les autorités l'aient, mais il faut qu'il y ait un dialogue franc et qu'il y ait un minimum de consensus sur les réformes importantes et courageuses, comme le disait Mamadou, à engager. Parce que pour sanctionner des gens, il faut aussi une forme de crédibilité, mais il faut aussi une forme d'assise et de légitimité. Est-ce que le dialogue national inclusif peut apporter cette crédibilité? Non, je ne pense pas du tout, parce que le dialogue inclusif national n'est autour d'aucune vision en réalité. Parce que pour parler que les gens soient ensemble, il faudra d'abord définir une vision. Par exemple, aujourd'hui, comme l'a dit M. Maïga, s'il y a des réformes courageuses qui sont mises sur la table et qu'on demande au peuple de se prononcer autour, oui, je suis d'accord. Mais se mettre juste derrière le président de la République, parce qu'il a juste voulu que les gens dialoguent, on dialogue autour de quoi? Il y a 3 questions essentielles qui sont posées au niveau du dialogue: économique, politique et
côté militaire. D'accord, on aura d'autres occasions pour je pense que c'est les spécialistes qui peuvent donner des cette solutions. Question. Merci beaucoup Boubacar Bokoum, analyste politique, Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako et Mamadou Konaté, directeur du cabinet de conseil Donko, spécialiste des questions sécuritaires. À la régie vidéo et audio, Nouhoum Diré et Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain grand dialogue de Studio Tamani. Et je rappelle que ce même débat, vous pourrez le suivre demain en langue nationale bamanankan. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.